elles fascinent autant qu'elles inquiètent. Les crypto-monnaies font de plus en plus parler d'elles et sont devenues un phénomène mondial. De Donald Trump au groupe criminel, tout le monde semble vouloir sa part, mais d'où vient un tel engouement et quels enjeux se cachent derrière ce boom des cryptos? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La ruée vers les cryptos, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, la monnaie de la criminalité. Un milliardaire enlevé chez lui, un doigt sectionné, une demande de rançon, c'est le scénario d'un film d'espionnage. Mais c'est surtout une nouvelle réalité. Mardi 21 janvier 2025, aux alentours de Vierzon, il est encore tôt le matin quand un groupe d'hommes s'introduit dans la maison d'un couple. Il les emmène de force dans leur véhicule et les séquestre. L'homme qui vient d'être enlevé avec sa compagne s'appelle David Ballan. Il est cofondateur de l'entreprise Ledger, une start-up spécialisée dans les portefeuilles crypto et valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Quelques heures plus tard, l'autre fondateur de l'entreprise, Éric Larchevêque, reçoit une vidéo glaçante. Les ravisseurs lui montrent le doigt coupé de David Ballan et réclament une rançon de 10 millions d'euros, payée bien sûr en crypto-monnaie. Une partie de la rançon est versée avant que l'entrepreneur soit libéré par les forces de l'ordre. Sa compagne est retrouvée quelques heures plus tard, ligotée dans un véhicule à Étampes dans l'Essonne. Depuis, les histoires d'enlèvement ou de tentatives d'enlèvement liées à la crypto-monnaie se multiplient. Ils explorent la piste d'un enlèvement dans le milieu de la crypto-monnaie. Il y a eu ce matin une tentative d'enlèvement très violente en plein Paris. Une victime pas choisie au hasard. Elle est la fille d'un grand investisseur dans la crypto-monnaie. Un enlèvement en pleine rue, en plein soleil, à la vue de tous. Très vite, une demande de rançon arrive au fils de leur otage. Lui et son père ont fait fortune dans la crypto-monnaie. Également dans l'actualité, cette incroyable arrestation. Hier, près de Nantes, 10 hommes ont été interpellés en flagrant délit de kidnapping. Dernier épisode en date d'une série de rapts liés au secteur de la crypto-monnaie. Mais pourquoi les groupes criminels visent-ils particulièrement ce secteur? Et y a-t-il vraiment des liens privilégiés entre crypto et criminalité? Pour décrypter ce phénomène, je retrouve en studio Maxime Recoquillé du service tech de l'Express. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte. Maxime, depuis le début de cette série, on parle de fortune, de millions d'euros. On imagine donc facilement que c'est ça qui attire les responsables des enlèvements dans le secteur des cryptos. Oui, alors les enquêtes sont toujours en cours par les investigateurs, mais on peut d'ores et déjà dire que oui, c'est deux spécificités des cryptos, à la fois leur côté hors système bancaire, et aussi leur valeur, en fait, qui n'a cessé de grimper depuis une dizaine d'années. Le Bitcoin s'échange aujourd'hui à plus de 100 000 $ l'unité, donc forcément, ça peut faire tourner quelques têtes. Et ce phénomène des enlèvements, est-ce qu'il s'observe ailleurs dans le monde ou c'est spécifique à la France? Non, il y a eu des enlèvements un peu partout dans le monde, donc on peut citer aux États-Unis, en Thaïlande, au Canada, pour des demandes de rançon ici aussi. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu toute une série en France, et donc c'est plutôt ça qui a interpellé, c'est pas forcément la quantité, c'est le fait qu'il y en a eu beaucoup au même moment en début d'année, mais il n'y a pas de spécificité française en particulier dans la réglementation ou dans d'autres critères qui pourraient expliquer donc des tentatives de rapt aussi rapprochées. Tu l'as dit, ce qui attire ces groupes criminels, c'est le fait qu'aucun organe de contrôle ne peut bloquer les transactions en crypto. Alors pour ce qui est des blockchains publiques, oui, on dit qu'elles sont incensurables. Donc c'est le côté hors système que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces blockchains publiques, une fois qu'on émet une transaction, donc elles sont inscrites sur une chaîne de blocs qui forment la blockchain. Et donc, a priori, on ne peut plus y toucher. Donc forcément, ça peut attirer les criminels parce qu'une fois qu'ils donc mettent la main sur l'argent et font les transactions, on peut se dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Alors ça, c'est pas toujours vrai, puisque notamment pour les stablecoins, là pour le coup, elles sont aux mains d'entreprises privées qui là peuvent plus facilement geler des fonds. Mais il semble qu'avec ces criminels, ce qui les attire, c'est l'idée en fait que les cryptos soient en quelque sorte une forme de nouveau cash. Et d'une certaine façon, c'est vrai, puisque les transactions en crypto laissent moins de traces numériques qu'un virement bancaire, par exemple. Donc, on pourrait facilement l'associer au cash. Et donc, Maxime, quel type de malfaiteurs utilisent les crypto-monnaies? Il y a divers types de criminels qui utilisent les cryptos actifs, donc des barons de la drogue qui peuvent s'en servir pour leur trafic et pour blanchir de l'argent, aux cyberassaillants ou hackers qui l'utilisent comme demande de rançon, notamment quand ils bloquent des systèmes informatiques dans les hôpitaux, ça arrive beaucoup en France. Au début, en fait, les cryptos actifs étaient assez peu utilisés, donc ils étaient très associés à ces activités illicites. Puis il y a eu notamment des plateformes assez connues ensuite sur le dark web comme Silk Road qui fonctionnaient
essentiellement via des cryptoactifs où l'on pouvait acheter tout type de services criminels, donc de la drogue, des armes ou même débaucher des tueurs. Et donc ça a donné aussi une image donc aux cryptoactifs de monnaie, en tout cas des criminels et du crime plus largement. Mais en vérité, c'est une image qui est un peu erronées aujourd'hui, étant donné qu'elles sont bien plus grand public qu'avant. Elles incarnent aujourd'hui davantage des actifs avec lesquels on veut se faire de l'argent, donc plutôt une monnaie casino qu'une monnaie criminelle. Et on a des chiffres justement sur l'ampleur du phénomène aujourd'hui ? Oui, on sait grâce à la société Chainalysis, donc qui est spécialisée dans l'analyse des cryptos, que cette criminalité ne représente que 0,14% des transactions en crypto en 2024. Donc c'est très minoritaire, mais elle augmente en valeur absolue. Donc d'après le dernier rapport de Chainalysis, le rapport Cryptocrime 2025, on en est à 51 milliards de dollars d'activités illicites en crypto, et ce qui est un record absolu. Donc malgré cette faible proportion et donc une image qui a évolué, les cryptos restent malgré tout associés pour certains à une monnaie de trafiquants qui laisse peu de traces, alors qu'on peut aussi dire sur ce point qu'elles ne sont pas aussi intraçables qu'on peut le penser. Des monnaies longtemps associées aux activités illégales, mais qui n'offrent en réalité qu'un faux semblant d'anonymat, c'est le paradoxe qu'on va décortiquer dans la suite de cet épisode. Dans le cas de l'enlèvement du cofondateur de Ledger, une partie de la rançon avait été versée, mais les fonds ont pu être gelés et plusieurs personnes ont été interpellées. Maxime, si on arrive à retrouver les ravisseurs, à saisir leur butin, c'est donc que les crypto-monnaies ne garantissent pas tant que ça l'anonymat. Non, c'est un faux semblant des blockchains. Elles ne sont pas totalement anonymes, elles fonctionnent donc sous pseudonyme, mais on peut retrouver la trace des utilisateurs derrière par plusieurs moyens. Donc les autorités et des entreprises ont développé tout un tas de techniques d'enquête très approfondies sur la blockchain. Donc je disais entreprises comme Chainalysis, dont on a mentionné le nom précédemment, mais aussi des organes cyber de gendarmerie en France enquêtent aussi au jour le jour sur la blockchain pour trouver des activités illicites. Tout ça, ça passe par la blockchain. Ce terme, on l'a déjà défini dans la loupe. Je l'ai retrouvé dans l'armoire et mise de côté pour aujourd'hui. Il faut imaginer une sorte de grand livre de compte numérique dans lequel chacun pourrait inscrire des informations, les consulter, sans jamais pouvoir les modifier. On parle de blockchain parce que c'est une chaîne de blocs. Si je devais prendre une image, c'est un peu comme des Legos. On aurait une chaîne de Legos et on ne peut pas toucher à l'un de ces Legos sans toucher à tous les autres. C'est ce qui garantit que le système est inviolable. La blockchain permet d'effectuer des transactions en toute sécurité, sans organe de contrôle, donc sans une banque pour valider une transaction. Les crypto-monnaies reposent donc sur l'existence de cette blockchain. Maxime, comment est-ce que cette technologie permet de retrouver les malfaiteurs ? Il y a d'abord une partie donc pour le côté pseudonymat, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Même si on utilise un pseudonyme, on peut retrouver un cyberharceleur en remontant à son adresse IP, donc qui donne la localisation de son ordinateur et donc son domicile. En fait, à chaque fois qu'une transaction est effectuée sur la blockchain, celle-ci garde en mémoire donc la date, le montant et tout un tas d'informations qui peuvent être très utiles pour les enquêteurs. Et en bout de ligne, l'anonymat peut être aussi difficile à conserver, surtout quand on veut transférer ses cryptos en monnaie, en devise, comme le dollar ou l'euro. Parce que là aussi, on va pouvoir suivre leur identité. Exactement, parce que pour certains, ils vont être contraints de passer par des plateformes réglementées où on leur demande des justificatifs d'identité. C'est de la réglementation qui existe notamment en Europe. Et donc, ils peuvent se retrouver piégés. Parfois, les entreprises de cryptoactifs y mettent aussi du leur. C'est ce qui s'est passé dans l'enlèvement de David Balan, le cofondateur de Ledger que tu évoquais tout à l'heure. Malgré toutes les précautions prises par les ravisseurs pour rester anonymes, ils ne peuvent pas utiliser l'argent volé car il a été gelé par l'entreprise émettrice du stablecoin sur lesquels les criminels voulaient mettre la main. Alors bien sûr, il y a des exceptions à tout ça, avec de grandes compétences en piratage. Certains hackers, en fait, arrivent malgré tout à faire disparaître leurs traces en utilisant des mixeurs ou des bridges. Les mixeurs sont des outils qui permettent de subdiviser une transaction en des milliers d'autres pour pouvoir plus facilement en fait la perdre dans une blockchain et perdre sa trace. Et donc ça permet plus facilement de blanchir de l'argent. Et un bridge, lui, fait des ponts entre les blockchains, donc permet plus facilement d'aller d'une blockchain à une autre et pareil de perdre les enquêteurs dans le fil de leurs investigations. C'est ce que constate le rapport de Chainalysis sur le cryptocrime. Les fraudes sont devenues de plus en plus sophistiquées et les criminels en crypto se professionnalisent. Alors l'autre façon d'échapper aux enquêteurs, c'est
c'est enfin d'être dans un pays où les entités nationales ferment les yeux sur ce type de pratique. Et à quel pays tu penses ? À la Corée du Nord notamment, c'est un pays qui utilise les cryptoactifs pour financer son programme nucléaire. Le régime s'appuie donc sur tout un tas de groupes de hackers qui piratent des plateformes d'échange et volent des cryptos. Ils peuvent ainsi contourner les sanctions internationales et continuer de développer leur programme. Donc, toujours selon la même source qui est Chainalysis, les hackers nord-coréens ont volé pas moins de 1,34 milliard de dollars en crypto en 2024, ce qui représentait 61% des vols de l'année quand même. Donc, ça reste un cas très particulier. Donc, mis à part en Corée du Nord, voler des cryptoactifs, ce n'est pas si invisible qu'on pourrait le penser. Non, ce n'est pas aussi invisible, sauf à avoir des grandes compétences numériques et informatiques. Et d'autant plus que finalement en France et partout dans le monde, avec les menaces qui augmentent, donc les détenteurs de crypto sécurisent davantage leurs actifs. Un entrepreneur du secteur m'a même confié durant une de mes enquêtes, on est les plus mauvais clients pour les rapts et les demandes de rançon. Voler une œuvre d'art ou des bijoux est plus facile. Et donc concrètement, comment ces entrepreneurs font pour sécuriser leurs cryptos ? Alors, il y a plusieurs manières. Certains optent pour des portefeuilles ou wallets froids, c'est-à-dire ils ne sont pas forcément connectés à Internet. Ça ressemble à une sorte de clé USB ou de petits disques durs sur lesquels ils stockent en fait leurs cryptos. Et tous ces systèmes sont bardés d'algorithmes complexes, utilisent parfois la biométrie. Il faut aussi plusieurs signatures pour pouvoir l'ouvrir et débloquer les fonds qui sont à l'intérieur. Parfois, ces signatures requièrent la présence des personnes qui se situent sur plusieurs continents. On se rend compte que ça rend très difficile donc de mettre la main très rapidement sur ces actifs, comme le voudraient par exemple des ravisseurs avec des demandes de rançon. Et les détenteurs de fonds prennent aussi des mesures pour se mettre en sécurité donc eux-mêmes, avec notamment des recours à des sociétés de protection privée, voire même pour certains à du port d'armes personnel. Ça, c'est pour ce que font les particuliers pour se protéger, mais le gouvernement prend aussi des mesures pour assurer la protection des entrepreneurs crypto. J'ai décidé d'ailleurs, dans quelques jours, je vous l'annonce, c'est une sorte de scoop, je réunirai à Beauvau les entrepreneurs, il y en a quelques-uns en France, qui sont dans ces crypto-monnaies, pour qu'avec eux, on travaille à leur sécurité, pour qu'ils soient conscients aussi des risques et qu'on prenne ensemble des mesures pour qu'on puisse les protéger. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est donc emparé du sujet après cette série d'enlèvements. Maxime, tu peux nous détailler les mesures qui ont été prises ? Alors, il y a eu une réunion mi-mai avec les acteurs du secteur des cryptos et ils ont pris donc des mesures de protection comme un accès prioritaire au 17, un briefing sécurité assuré notamment par le GIGN. Et les entrepreneurs crypto demandent également que leurs données personnelles soient mieux protégées. Et ça, c'est quelque chose qui est envisagé ? Oui, une loi vient d'être proposée par un député Renaissance pour pseudonymiser les données des dirigeants d'entreprises qui sont en accès public. Donc concrètement, cette loi vise les sites comme société.com ou papers.com où l'on retrouve toutes les informations d'une entreprise et des données parfois personnelles comme l'adresse privée du dirigeant, sa date de naissance, etc. Et ces informations ne se limitent pas évidemment aux seuls entrepreneurs crypto. Mais comment ces sites ont-ils accès à toutes ces informations ? En fait, ces sites rediffusent les données de 3 sources officielles et légales. Donc l'INSEE avec la base Sirène, les grèves des tribunaux de commerce et l'INPI, donc le registre national des entreprises. Mais ils peuvent aussi contenir des informations personnelles. La question est de savoir comment ils vont s'y prendre pour supprimer toutes ces données. L'INSEE va devoir peut-être anonymiser ou pseudonymiser donc à la base et tous les sites vont devoir peut-être, comme société.com ou Papers, être totalement refaits. Donc si la loi passe, ça sera un énorme travail en perspective. Et en plus de ces mesures de protection des détenteurs de crypto, qu'est-ce que le ministère prévoit pour lutter contre l'utilisation de ces monnaies pour des activités illégales ? Alors Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a annoncé une formation à la lutte contre le blanchiment des cryptoactifs, donc pour les policiers et les gendarmes. L'objectif du ministère, c'est de faire de la prévention pour sécuriser les actifs des entreprises et des particuliers, mais aussi de leur côté de renforcer donc les techniques de traçabilité. Donc c'est un peu une course entre les autorités qui sont de plus en plus performantes et les malfaiteurs qui s'adaptent et utilisent des techniques également de plus en plus complexes. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste énormément à faire sur l'aspect sécurité des cryptos.
à la fois sur leur utilisation, mais aussi pour les entrepreneurs du secteur. Mais ce qui est aussi normal, on peut le rappeler, le secteur des cryptoactifs reste quand même une très jeune industrie. La réglementation, c'est justement le sujet qu'on va aborder demain en s'intéressant à la façon dont les institutions financières s'approprient les cryptos. Merci beaucoup Maxime de nous avoir accompagnés pendant ces 2 épisodes. Merci Charlotte. Pour ne pas rater le dernier épisode de cette série sur les crypto-monnaies, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est aussi là que vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si vous voulez nous écrire, l'adresse mail ne change pas, laloupe@l'express.fr. La ruée vers les cryptos est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.